il faut quand même distinguer, si vous voulez, le fait de savoir pratiquer l'hypnose et puis d'être soignant, d'être thérapeute. C'est pas la même chose. Être thérapeute, c'est une profession, alors il y a différentes manières d'être thérapeute, si vous voulez, mais c'est pas parce qu'on a appris les techniques d'hypnose qu'on est forcément thérapeute. Donc voilà, je pense que nous faisons quand même, en tout cas en France, très attention, et avec les pouvoirs publics et au sein de la Confédération francophone d'hypnose et thérapie brève, la CFHTB, tous les professionnels engagés dans cette confédération sont très attentifs à l'éthique, aux chartes professionnelles, au respect des règles déontologiques, de relations aux patients. Et voilà, on a quand même des obligations de soignants. Et donc, bien souvent, les formations sont réservées aux professions de santé. Et personnellement, je pense qu'il faut garder cette ligne de sécurité parce que, encore une fois, devenir thérapeute, c'est pas inné, ça prend du temps, c'est une formation. Les médecins ont cette formation, les infirmières dans leur champ de compétences, etc., etc. Les orthophonistes vont dans leur champ de compétences également. Mais voilà, c'est pas parce qu'on a appris l'hypnose qu'on sait s'occuper d'un patient nécessairement. On enrichit sa pratique de l'utilisation de ces techniques, qui peuvent être des techniques d'hypnose conversationnelle ou qui peuvent être des techniques d'hypnose plus formelles avec des récits. Chez l'enfant, chez l'adolescent, on utilise beaucoup les contes métaphoriques. Ce peut être également des techniques d'hypnose plus qu'on appelle par exemple provocatives, où on va utiliser des techniques un petit peu comme ça, un peu surprenantes. Bon, voilà, il y a différents types de techniques. Mais on est toujours dans une relation de soins. Voilà. Et donc, moi personnellement, je considère que je fais partie d'une nouvelle génération de médecins qui pratiquent l'hypnose, c'est-à-dire que je viens du monde de ma spécialité, de mes pathologies, des patients que je connais depuis longtemps. Et je viens chercher l'hypnose pour régler des problèmes que je ne peux pas régler avec des médicaments ou d'autres outils disponibles. Je trouve que le fait que les spécialistes d'organes, on appelle ça comme ça, c'est un jargon un peu technique, mais viennent chercher pour des pathologies qu'ils connaissent très bien les ressources que peut apporter l'hypnose, c'est un signe de vitalité très intéressant parce que ça veut dire que l'hypnose investit des champs de spécialité très pointus. Vous voyez, le cardiologue, le spécialiste du rein, le neurologue, etc. C'est un stade, je dirais, après celui de l'hypnothérapeute polyvalent, qui n'est plus forcément tout à fait capable de gérer tous les champs de la pathologie. Voilà. Donc, on a connu ça dans d'autres disciplines, je pense en particulier à la génétique. La génétique a émergé, s'est étoffée, a pris une importance aujourd'hui absolument considérable en médecine, dans la connaissance et la compréhension des maladies, et peut-être même plus tard dans la définition de traitements qui vont être plus spécifiquement ciblés pour telle personne avec son bagage et son patrimoine génétique. C'est ce qu'on appelle les thérapies ciblées, hein, ou la médecine personnalisée. Eh bien, la génétique aujourd'hui est tellement vaste qu'il n'est plus possible de maîtriser tous les champs des anomalies chromosomiques, de la génétique des cancers, de la médecine fétale, etc., etc. Je pense que l'hypnose est en train d'aller sur ce chemin, c'est-à-dire de prendre un ancrage, une emprise tellement importante en médecine aujourd'hui qu'il y a des gens qui vont être spécialisés dans les addictions, des gens qui vont très très bien faire la gestion de la douleur, des gens qui vont utiliser ça pour la confiance en soi, etc., etc. Et qu'effectivement, on arrive à un niveau maintenant supérieur de compétences et de complexité. Et donc ça, je pense que c'est un très très bon signe de vitalité de ce domaine. Un mot sur la recherche qui est encore insuffisante. Il y a
des chercheurs tout à fait éminents, comme par exemple le professeur Fémonville ou d'autres qui travaillent depuis des années sur l'étude en neurosciences de ces états de conscience, d'essayer de comprendre quelles sont les zones activées, comment on peut aller sur par exemple des processus de guérison, comme par exemple la douleur chronique, hein, qui est un phénomène extrêmement complexe. Voilà, il y a de la recherche, mais pas suffisamment. Et je pense qu'il faudra que nous travaillions également à la définition de circuits pour promouvoir la recherche dans le domaine de l'hypnose, des prix, des bourses de recherche, des démarches à ce niveau pour que nous puissions mobiliser des fonds pour permettre à des jeunes de s'investir dans ces projets. Les jeunes sont très motivés, j'en vois tout le temps à l'université. Ils me demandent de venir assister aux séances que je fais. Beaucoup aimeraient faire des Master 2, des thèses de sciences, enfin des choses comme ça. Donc les motivations et les énergies nouvelles sont là. Il faut structurer la recherche en hypnose. Il y a des champs comme l'imagerie, des champs comme la métabolomique, des champs comme l'évaluation cognitive. Il y a des tas de champs de recherche qui vont être très très importants. Et je pense que tout cela alimentera les nouvelles approches de soins, les nouvelles approches thérapeutiques, et que là encore, on sera dans du gagnant-gagnant.